Bonjour à tous et bienvenue sur Blablapod, un podcast dont les épisodes se font décidément assez rares. Je m'excuse auprès de ceux qui me suivent et surtout de ceux qui suivent ça en mode feuilleton un petit peu pour savoir ce qui se passe dernièrement dans ma vie. C'est vrai que un nouveau silence radio, encore un. J'en suis désolé. Comme j'avais dit lors de ma reprise, je reprenais essentiellement pour moi, pas tellement pour vous, j'en suis désolé. Il y a tout simplement eu un moment où j'ai pas vraiment ressenti le besoin d'animer ce podcast et de parler des différentes choses qui m'animaient à ce moment-là. Et vous l'aurez compris, si je reprends la parole aujourd'hui, c'est parce que c'est un petit peu changé. Je suis toujours dans cette espèce de phase de reconstruction suite à la Covid longue. Je sais pas comment vous dites ça en France, le long Covid, peut-être. En tout cas, cet épisode après la Covid, avec un certain nombre de problèmes de santé qui, dans mon cas, se manifestaient essentiellement et de façon très handicapante par des problèmes neurologiques et cognitifs qui m'ont plongé en fait dans une assez grande réflexion sur comment est-ce que je m'en sors dans la vie si mes facultés cognitives baissent. Est-ce que j'ai pas besoin d'un système? Est-ce que j'ai pas besoin de repenser un petit peu un certain nombre de choses, même si en soi c'était déjà des démarches qui étaient entamées bien avant ça, simplement ça a été le moteur pour rentrer dans mes nouvelles habitudes. Et aujourd'hui je voulais non pas annoncer que ça ne marche pas mais plutôt disons discuter des limites d'une certaine frange du développement personnel, même sous certains égards de la psychologie, et d'une façon globale d'appréhender la vie. J'ai l'impression, et peut-être c'est juste moi, j'ai l'impression que on est en ce moment sous une très forte influence américaine dans beaucoup de domaines, et pas juste la culture, mais aussi des domaines de vie, quoi, en fait, tout simplement, qui ont trait en ce qui concerne la qualité de vie, nos attentes par rapport à la vie, la définition du bonheur, le goût et donc le bon goût aussi. Qu'est-ce qui est bon à manger, qu'est-ce qui ne l'est pas, et nécessairement, en fait, ça influence aussi une certaine définition de la santé. C'est quoi être en santé? C'est quoi se sentir bien? Et ça m'a jamais tellement dérangé parce que je trouvais que c'était des approches plus pragmatiques, plus accessibles que nos idéaux latins. Quand je dis nos, je parle autant du Québec que de la France. Là-dessus, c'est quand même assez proche. On est des pays avec une culture assez sociale, assez de groupe, pour pas dire parfois de clan, dont la définition du bonheur, c'est pas mal se retrouver à une grande table entourée d'enfants, ou pas forcément d'enfants, ça peut être d'aînés ou de machin, mais une grande table avec du monde, des amis, un repas sans fin. Bon, ça c'est surtout les Français de France là, mais il y a cette idée là de convivialité qui est un idéal très collectif en fait, qui se définit pas franchement par rapport à l'individu là où il en est dans la vie, etc. Bref, c'est assez différent, mais jusque là cette influence récente
états-unienne, elle me gênait pas parce que voilà, je la trouvais plus pragmatique, je trouvais que ça donnait des conseils qui étaient plus faciles à suivre, plus en surface. Et puis justement, c'est ce que maintenant je pense je vais commencer à reprocher là. C'est que dans tous les domaines de la vie, donc, que ça soit financier, sportif, alimentaire, santé, j'ai déjà dit peut-être, etc., et bien c'est des choses qui sont certes beaucoup plus faciles d'accès, mais qui ont des limites incroyablement plus vite atteintes. Je vais parler d'un premier truc, par exemple. C'est le zéro déchet. Vous le savez, je suis zéro déchet. Vous le savez peut-être pas, j'ai un enfant. On m'a dit, tu verras avec un enfant, c'est pas facile, blablabla, c'est sûr que tu seras pas zéro déchet. Nanana. Bon, la réalité, c'est que le zéro déchet, c'est facile. C'est vraiment facile. C'est une question de choix et vraiment juste de ça. Donc plutôt que d'aller faire son épicerie dans un grand centre commercial le samedi avec l'auto, avec la voiture, et que par conséquent il faut que toute la famille soit là, ça prend 15 ans à préparer tout le monde, machin, on fait son épicerie dans les commerces de quartier, une demi-heure tous les jours ou tous les 2 jours. Et puis, fin de l'histoire en fait, on n'a pas d'emballage, on n'a pas passé plus de temps à faire l'épicerie, on est juste allé plus régulièrement. Vraiment, c'est vraiment juste des histoires de choix. Mais, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a atteint? Qu'est-ce que, sur le plan personnel, où est-ce qu'on en est? On n'en est pas très loin en fait, parce que d'accord, on a développé certaines rigueurs, on choisit mieux ce qu'on va manger, nécessairement on s'est orienté vers des aliments non préparés, non transformés, etc. Donc il y a une certaine vertu santé là-dessus. Forcément, on est beaucoup plus tourné vers ces commerçants de quartier, donc d'un point de vue économique, il y a aussi des retombées là-dessus. Mais la réalité, c'est que la plupart des gens font ça pour des considérations écologiques. Et bien que la gestion des déchets soit catastrophique, en réalité, vous n'allez pas changer grand-chose. Vous n'allez pas changer grand-chose parce que l'industrie, elle, c'est elle qui jette les 2/3 des déchets alimentaires. Parce que l'industrie, elle jette aussi des produits chimiques, parce que l'industrie, elle consomme emballé toutes ses ressources premières, et que même si dans certains pays, il y a certains circuits où ça fonctionne avec des barils qui sont consignés, qui sont nettoyés à chaque usage, machin, etc. La réalité, c'est que c'est pas le cas de la plupart des trucs. Si on prend les palettes, par exemple, la plupart du temps, les palettes sont abandonnées et ou jetées une fois que la cargaison est arrivée à destination. Donc, avec le zéro déchet, on est très en surface de l'aspect écologique, qui est celui qui est pas mal le plus mis en avant lorsqu'on parle de zéro déchet. Alors peut-être que vous allez me dire attends, tu dis les Français versus les Américains versus mais Bea Johnson, la papesse du zéro déchet, c'est une Française. Ok, bon, elle vit à Los Angeles, elle est mariée à un Américain, ses enfants sont élevés en anglais. C'est pas une histoire de nationalité, la culture. C'est une question de choix de vie. Bref, le zéro déchet, pour des raisons écologiques, c'est quelque chose de très en surface. En réalité, ça serait probablement une discipline beaucoup plus
profonde si justement ce qu'on mettait en avant c'était les bienfaits pour la santé, de se forcer à acheter des choses qui sont non transformées et les transformer soi-même, les bienfaits économiques, si on a convaincu toute sa communauté, tout son voisinage, eh bien de vivre des commerces en fait qui nous entourent, ça a beaucoup plus d'impact en fait en termes de rétroaction positive que simplement avoir réduit sa quantité de déchets. Est-ce que ça veut dire que je vais arrêter les zéro déchet? Non, pas du tout. Mais voilà, mon point c'est vraiment qu'on adresse quelque chose assez en surface. Maintenant, si on parle de finances personnelles par exemple, j'en ai pas encore. J'avais un peu l'intention d'en parler sur le BlablaPod, mais j'en ai pas encore parlé. La pensée dominante en ce moment en matière de finances personnelles, eh bien, c'est que c'est pas tellement combien on gagne qui compte, c'est combien on dépense. Que si on réussit à économiser le plus possible, si on réussit à épargner le plus possible, ben on peut se retrouver avec des pécules incroyablement importants et même plus importants que la plupart du monde qui a un bon salaire mais qui vit une vie de consommation normale, traditionnelle. Et potentiellement, là c'est le top du top, prendre sa retraite beaucoup plus tôt, à 40 ans par exemple, 45, 35, voilà, il y a différentes cibles, il y a différents formats, là, c'est le fameux, vous l'aurez peut-être reconnu, le fameux mouvement FIRE. Pour FI c'est pour indépendance financière, RE c'est retraite, early, retraite anticipée. Donc, retraite anticipée et indépendance financière. Et puis il y a plusieurs formats, hein. Il y a ceux qui arrêtent de travailler dans leur secteur mais qui se mettent à leur compte en prenant peut-être 1 ou 2 contrats par an. Il y a ceux qui arrêtent complètement. Il y a ceux qui font de l'arbitrage géographique par exemple. Donc l'idée étant que j'ai amassé 500 000 $ d'épargne, si je déménage au Vietnam, j'ai plus besoin de travailler jusqu'au restant de mes jours. Donc ce mouvement là, là encore, comme le zéro déchet, je trouve qu'il est très en surface. En fait, il égratigne même pas la surface de ce qu'est un humain en fait. Et ça me pose problème parce que même si c'est des finances personnelles, la réalité c'est que c'est du développement personnel, hein. On est aussi ce qu'on amasse. Puisque justement un des arguments de la discipline, c'est ou d'une autre discipline connexe, le minimalisme, c'est que on devient ce qu'on possède. Ça marche dans tous les sens. On est ce qu'on possède, et donc tout ça, ça reste du développement personnel in fine. Et pourquoi je dis que ça n'égratigne même pas la surface du sujet, mais c'est parce que même si c'est vrai que ça sert à rien de gagner beaucoup si on dépense beaucoup, à la fin on n'a rien, c'est beaucoup plus compliqué que ça en réalité. D'abord, si par nature on est radin, par nature on est radin. Et il y a plusieurs formes de radinerie. Il y a des gens qui dépensent peu. Je dis pas, chez le radin là c'est négatif là, mais je pense que j'ai pas trouvé de mot équivalent qui ne soit pas connoté négativement, hein. Mais je l'emploie pas de façon négative. Bref, il y a les radins qui dépensent pas, et il y a c'est pas de la radinerie, il y a les avares en fait, ceux qui ils veulent gagner plus. Mais c'est ça l'affaire, c'est que tout ça c'est des questions de tempérament, et le tempérament ça se contrôle pas bien. Oui, on peut faire des efforts, oui on peut changer un peu, mais on va jamais se transformer en une nouvelle personne, ou en tout cas pas sans avoir entamé des démarches profondes sur qui on est, pourquoi on est, à cause de qui, grâce à qui,
quelles sont nos influences, nos mentors, etc. C'est pas du tout des démarches faciles. Et combien on dépense, eh bien, c'est des phénomènes qui vont au-delà de la simple absence de planification financière. Parfois, oui, on est un peu dans l'ignorance, l'insouciance plutôt. On dépense sans compter. Pourquoi ? Parce qu'on n'y pense pas. On ne se rend pas forcément compte des impacts de ne pas épargner, machin, etc. Ok, d'accord. Et que ça, c'est quelque chose que le domaine des finances personnelles à l'américaine adresse facilement. Mais une fois qu'on est passé là-dessus, eh ben, le reste, c'est du tempérament. Est-ce que j'ai tendance à facilement demander une augmentation ou non ? Ça va faire une différence énorme en fait. La personne qui a que 2-3% d'augmentation annuelle, et même pas tous les ans, eh ben, elle peut pas lutter par rapport à la personne qui demande systématiquement 5, qui l'obtient donc régulièrement à force de le demander, qui change de boulot en faisant des sauts de 10 à 15% de rémunération, etc., etc. Et au niveau dépenses, eh ben, il y a des dépenses qu'on ne peut pas forcément facilement effacer. C'est bien d'annuler le câble, mais pourquoi tu l'avais, ton abonnement au câble ? Est-ce que c'est juste parce que tu pensais que c'était nécessaire ? Come on, il n'y a personne de notre génération qui s'abonne parce qu'il pense que c'est nécessaire. Juste comme ça et qui ne le regarde jamais. Les gens qui sont encore abonnés au câble, ben, ils le regardent. Ça ne veut pas dire qu'ils le regardent avec plaisir, avec attention, qu'ils découvrent des choses qui les intéressent et que pour eux ça apporte une valeur équivalente à ce qu'ils dépensent. Non, ça peut être un comportement addictif, ça peut être un comportement dépressif, ça peut être parce que on vit de l'anxiété et qu'on a peur de se retrouver face à ses pensées quand on est tout seul, on allume la télé en fond sonore. Ça peut être plein de choses, mais ça ne s'adresse pas en discutant finances personnelles en fait. Voilà pourquoi je trouve qu'on fait que gratter la surface. Et l'autre point, c'est pourquoi, quels sont les objectifs de finances personnelles, machin, etc. C'est un point qui est toujours abordé, hein, qui dans les blogs, les chaînes YouTube, les podcasts qui parlent d'argent. Ça dépend de ce que tu veux faire. Ok, mais personne n'a jamais essayé d'adresser les différents types de projets de façon profonde. Alors, pas pour rentrer les gens dans des cases, hein. Il y a une infinité de projets d'indépendance financière ou juste de retraite normale, hein, pas forcément anticipée, ou autres, qui ont du sens. Et forcément, on ne peut pas les explorer tous, mais ne serait-ce que d'analyser en profondeur 4, 5, 10 projets en allant chercher vraiment genre l'humain au fond du projet, ben, ça serait intéressant. Être capable de se dire, ben voilà, telle personne voudrait arrêter de travailler autour de ses 45 ans lorsque ses enfants seront indépendants pour pouvoir se consacrer à un projet de bénévolat qui vise à faire ci, à faire ça et machin et ceci et cela. Et parce que l'objectif il change aussi, quelles sont les dépenses que tu vas sacrifier. Tu sais, si tu veux animer un média par exemple, peut-être que tu veux pas couper ton abonnement en câble, là, si je reprends l'exemple dont on se parlait, peut-être que même si ça t'intéresse pas la télé, tu veux quand même toujours être au courant de quels sont les nouveaux formats, les nouvelles tendances, qu'est-ce qui intéresse les gens, ou plus exactement qu'est-ce que les producteurs pensent qui intéresse les gens. Enfin, voilà. Il n'y a pas de logique universelle, bien que ça soit présenté comme une logique universelle. Hop, détour en cours. Pour ceux qui ne comprennent pas le silence là, dans cet épisode, c'est parce que vous écoutez la version audio, mais il y a aussi la version vidéo sur YouTube. Voilà, il y avait un véhicule qui
faisait une manœuvre et que je devais contourner. L'autre point sur lequel les finances personnelles sont pas sont très en surface, c'est qu'il y a rarement une distinction nette. Il y a l'aspect distinction entre un capital, une accumulation de capital et une dépense est rarement très bien détaillé. Il y a quelques... en fait, sur l'immobilier, c'est peut-être plus avancé, où justement il y a quelques personnes qui rappellent, ou qui expliquent que si vous êtes propriétaire de votre résidence principale, c'est pas nécessairement, même si techniquement c'est du capital, c'est pas nécessairement comme ça que ça va compter dans votre bilan. Du moins si vous faites un bilan comptable là au sens légal bien sûr, mais la réalité c'est que c'est pas forcément du capital que vous allez pouvoir mobiliser. Donc nécessairement il a une nature un peu différente et c'est pareil, il y a un certain nombre de dépenses qui pourraient largement se qualifier comme du capital en fonction de vous, de votre occupation, de vos problèmes de santé. Et voilà, on rentre vraiment pas beaucoup dans les détails. Un autre point où on rentre assez en surface là aussi, c'est tout ce qui est organisation personnelle. Alors je vais pas forcément, j'ai pas mal parlé de notions, il y en a d'autres, mais essentiellement ce sont des communautés où les gens partagent ce qu'ils ont fait, qui marche pour eux, mais sans jamais expliquer pourquoi ça marche pour eux si bien, ou pourquoi justement ça marche pas forcément. Voilà, c'est encore une fois très en surface, c'est décidément le mot que j'ai employé le plus. Mais là, je vais peut-être enfin arriver à une conclusion. Ce qui vient me chercher le plus, c'est que toutes ces sous-disciplines de développement personnel à l'américaine, à l'anglo-saxonne, elles ont tout un point commun, c'est que c'est tout des choses extrêmement individualistes et qui ne fonctionnent pas très bien dans un univers où le collectif compte et compte beaucoup. J'aurais pu parler du fitness et par conséquent des régimes alimentaires un peu particuliers avec peut-être plus de protéines, moins de ceci, moins de cela, genre keto ou autre. Et c'est évident que la première nuisance, elle est pour votre entourage en fait. Vous coupez nécessairement de moments qui sont importants. Et quand dans votre culture, les repas ne sont pas des moments très importants, où les gens les prennent sur le pouce, même en famille, qu'on prend ça sur l'espèce de bar de la cuisine et que les membres de la famille viennent et vaquent à leurs occupations assez rapidement et qu'on se retrouve plus tard autour d'un jeu, d'une émission de télé, de sport dans le jardin ou peu importe. Je voudrais pas qu'on pense que je dise que c'est une culture où les gens se retrouvent moins, mais ils se retrouvent moins autour de la bouffe. Et donc nécessairement quand on transpose toutes ces problématiques de régime alimentaire à une culture où la bouffe c'est le moment qu'on partage collectivement avec les amis, la famille, les proches, etc., ou même dans le monde des affaires, eh bien ça pose vraiment problème. Faire du jeûne intermittent quand on est entrepreneur et qu'on veut signer des contrats dans des pays où on signe les contrats à table, eh ben c'est pas possible. C'est absolument pas possible.
et vous allez même vous faire juger incroyablement négativement, pas parce que vous faites du jeûne intermittent spécialement, mais parce qu'on se dit putain, cette personne-là elle est austère, elle n'a pas la joie de vivre, parce que eh bien c'est le préjugé dans ces cultures-là, c'est que les gens qui sacrifient le plaisir de manger sont des gens qui ont tout sacrifié avant. Dans l'esprit collectif des cultures latines, c'est pas les seuls, mais je vais parler de celles que je connais le mieux. La bouffe, c'est le dernier truc qu'on sacrifie. On va couper dans le sport, les balades. Avant, on va couper dans les jeux. Avant, on va couper dans les distractions culturelles comme la télé, le cinéma, les livres. Avant de couper dans la bouffe. Donc nécessairement, vous qui arrivez avec votre jeûne intermittent, puis vous acceptez de rencontrer votre client au resto, mais vous commandez rien par un verre d'eau gazeuse, ça marche pas. Et de façon... pareil, ça va avoir des impacts sur votre vie de couple, votre vie de famille, etc. Et puis là, si on parle à nouveau de finances personnelles, vous pouvez bien réaiguiller un petit peu vos valeurs, essayer d'être un peu plus épargnant, de demander plus facilement des augmentations, mais si vous rentrez dans des habitudes de consommation minimalistes et que vous n'êtes pas accompagné par le reste de votre famille, ça ne va pas fonctionner. Et si vous faites partie des gens pour qui les amis sont essentiellement vus dans des restos, des bars et autres activités payantes, là c'est pareil, c'est terminé pour vous. Vous vous isolez socialement et donc psychologiquement du reste du monde. Il y a les habitudes de lever, les gens qui essayent de passer à du sommeil, je me rappelle même plus comment ça s'appelle, mais en plusieurs polyphasies. Voilà, tout ça c'est des trucs qui sont faits, qui sont pensés dans des cultures différentes de la nôtre, vous qui partagez ma langue. Et ça c'est un problème qui est pas adressé. Pourquoi ? Parce que c'est pas le développement personnel, c'est pas une philosophie, ça ne cherche pas une vérité absolue et générale qui serait applicable à l'espèce humaine dans son grand complet. Ce sont des trucs et astuces pour la vie de tous les jours, pour essayer de s'en sortir et de garder la tête hors de l'eau. Et il y a énormément de choses qui sont très bonnes à prendre, qui sont faciles d'accès et qui permettent de se réorienter vite, de voir justement rapidement des objectifs atteints, etc. Mais rapidement, vous allez en voir les limites. Vous allez en voir les limites pour toutes les raisons que j'ai évoquées en première partie d'épisode. Et en plus de ça, vous allez en voir les limites si vous n'êtes pas quelqu'un qui vivait dans une culture anglo-saxonne. Vous allez en voir les limites pour toutes les raisons que j'ai évoquées en deuxième partie de cet épisode. Ça faisait quelques semaines là que ça me trottait dans la tête de vous parler de ça, de vous expliquer un petit peu mon ressenti. Je me suis aperçu de ça parce que je me suis aperçu que je plafonnais dans absolument tout ce que j'avais entrepris comme changement dans ma vie. Et j'ai eu du mal à identifier les raisons de ce plafonnement, ou du moins j'avais bien senti qu'il y avait des choses que je ne pouvais pas faire, qui me seraient peut-être bénéfiques, mais qui me nuiraient d'un point de vue social ou familial. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses où, à force qu'on n'explique pas les raisons psychologiques ou philosophiques sous-jacentes
aux différents problèmes qu'on essaye de régler, c'est ça, on touche aux limites de la capacité de l'humain à changer. On ne peut pas changer si on ne comprend pas pourquoi. Donc c'est pour ça que je voulais partager ça. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que ça vous fait réagir. Et j'espère, une fois n'est pas coutume, que le son de cet épisode n'est pas trop dégueulasse. Sur ce, à moi de vous souhaiter une bonne journée.